Alors, le séminaire des luttes, c'est quoi notre idée derrière la création de ce séminaire? D'abord, pour poser les choses, on souhaite dire ce que cela n'est pas. Ce que n'est pas le séminaire des luttes, c'est d'abord un catalogue de solutions. On n'est pas là ce soir pour vous dire, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. On n'est pas là non plus pour faire un éloge aveugle des luttes. On n'est pas là pour glorifier les choses. Au contraire, on est là pour parler des coulisses, de ce qui est difficile, de ce qui pose problème, de comment avancer. C'est pas non plus un moment académique. On n'est pas là pour rentrer dans le super détail, citer des sources, faire des méga bibliographies. On est là entre praticiens et praticiennes pour parler de choses très concrètes. On ne souhaite pas multiplier les références et on souhaite que ce soit accessible à tout le monde. Et enfin, c'est pas seulement une rencontre entre spécialistes. On n'est pas là juste entre salariés du monde associatif ou syndical, etc. C'est un séminaire qui a vocation d'être ouvert à toutes et à tous et donc d'utiliser un langage ou des références utilisables par tout le monde. Du coup, ce que c'est un moment d'éducation populaire. On est là pour partager. Il n'y a pas forcément de volonté de poser un savoir de façon descendante. Moi, par exemple, ce soir, je vais vous faire une petite page d'histoire des luttes. Cette petite page, c'est juste une transmission. Je ne suis pas historien. Je vais vous partager des choses que j'ai découvertes. Et Monira partagera elle aussi son expérience. On est là pour échanger. Chaque mois, on choisira une thématique avec une grille de lecture. Donc, aujourd'hui, par exemple, la thématique, ce n'est pas seulement le boycott. C'est de se poser la question de ce que peut être un boycott radical, sans sombrer dans la question du radicalisme rigide, c'est-à-dire de se moquer des boycotts qui ne seraient pas radicaux, etc. Donc, on verra ce que ça peut vouloir dire. L'idée, c'est aussi d'être un moment de rencontre et donc de donner la parole à des personnes de terrain. Ce soir, ce sera Monira. Et enfin, c'est de vraiment situer le discours et de limiter les prétentions de ce discours. Encore une fois, c'est un moment d'échange, d'éducation populaire. Donc, ce qui est présenté ce soir n'a pas vocation à être quelque chose d'absolu, de posé, qui vaudrait en toute situation. On ne présente que des points de vue situés de militantes et militants. Donc, je vous présente en quelques mots notre invité de ce soir, qui s'appelle Monira Moon, qui est membre de la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions, qui est une campagne qui a été lancée en 2005 en soutien à l'État palestinien contre la politique qui est menée en Israël. Je donnerai au moment où... Pas à l'État palestinien, à la société civile palestinienne. Société ça a civile son palestinienne. importance. Tu nous expliqueras plus en détail tout à l'heure pourquoi c'est important et je m'excuse d'avoir commis cet impair. Et donc, ouais, on rentrera plus en détail sur ces choses-là. Avant de discuter de cette campagne-là en particulier, je souhaitais qu'on commence par, avant même de rentrer sur la question du boycott, je vais juste couper ça, qu'on prenne 2 secondes pour se reconnaître les unes ou les uns les autres. Si vous avez envie de le faire, je vous encourage à allumer votre caméra, juste à vous saluer, à vous faire un petit coucou avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Parce qu'il faut être courageuse et courageux quand même à 6 heures du soir pour se connecter, être devant son PC et se dire, allez, ce soir, on va parler de lutte. Salut tout le monde. Alors, c'est parti. On se relance dans le truc. Tac. OK. Donc, le point de départ, c'est moi qui ai choisi la thématique de ce soir et le point de départ de ma réflexion, c'était ça. C'est le fait que j'ai personnellement un imaginaire collectif, enfin un imaginaire du boycott, et donc quand j'ai partagé la discussion avec moi, je me suis aperçu que c'était un imaginaire qui était aussi partagé, un imaginaire du boycott qui était assez pauvre. C'est-à-dire que la façon dont je voyais le boycott, c'était d'abord, on a des révélations sur les dérives d'une multinationale, et là je prends l'exemple de ce qui vient de sortir de l'enquête de Disclose sur Lactalis. Suite à ces révélations, il y a un appel au boycott. Donc la plateforme, par exemple, iBoycott dit « Ah, c'est dégueulasse ce qui se passe avec Lactalis, on lance une campagne ». Il y a une campagne de communication et l'objectif de cette campagne de communication, c'est qu'il y ait une multiplication d'actions individuelles qui disent moi j'arrête d'acheter Lactalis, moi j'arrête d'acheter Lactalis, moi j'arrête d'acheter Lactalis. Et l'idée, ce serait que la somme de ces actions individuelles ferait pression sur la multinationale. Or, en ayant des conversations avec différentes personnes, en découvrant un petit peu ce qui s'écrivait d'un point de vue académique sur le sujet, je me suis aperçu que si le point de vue c'était celui-là, parfois, de dire le boycott est une action collective individualisée, c'est-à-dire avant d'être une action vraiment collective, c'est avant tout une multiplication d'actions individuelles, en réalité, derrière un boycott, il y a une véritable dimension collective et d'action collective d'emblée. Sous 2 angles, on peut voir cette idée-là. La première, c'est que si vous regardez dans la réalité de comment ont lieu les boycotts
Et Monira nous racontera par exemple une action qui a eu lieu à Saint-Étienne. Un boycott, ce n'est pas juste j'arrête de consommer. Un boycott, c'est aussi des actions menées sur le terrain. Donc là, je reprends l'exemple de Lactalis. Dès 2013, vous avez des actions vidage de rayons dans des supermarchés. Vous avez en 2016 le gros blocage du siège de Lactalis, qui était beaucoup, où il y avait plusieurs reportages dessus. Et quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi des actions contre Lactalis, où là, vous avez des personnes qui se regroupent pour agir ensemble. Donc, on n'est pas juste dans l'acte individuel de dire j'achète ou j'achète pas. Par ailleurs, quand on a un imaginaire collectif comme le mien, au départ, trop resserré sur ce que peut être un boycott, on a tendance à oublier tout ce qu'il y a autour du boycott. Et là, je reprends l'exemple très particulier de celui de Lactalis, mais certes, il y a eu l'investigation de Disclose, mais il y a eu aussi beaucoup de témoignages de personnes qui travaillaient à Lactalis ou de personnes qui avaient eu des soucis suite à par exemple, des questions sanitaires, etc. Et vous avez des lanceurs d'alerte. On sait par exemple que vous avez des personnes de la direction des fraudes qui ont fait passer des documents à des journalistes. Et une fois que l'information est dévoilée au grand jour, le boycott, parfois, en tant qu'action individuelle, c'est juste une partie émergée de l'iceberg. Derrière, vous avez des actions juridiques, des actions de plaidoyer ou des actions collectives, comme on vient de le voir. Et donc, ce que je vous propose là en quelques minutes, avant de discuter un peu plus avec Monira, c'est de dire, est-ce qu'en revisitant l'origine du terme boycott, on ne peut pas renouer avec la dimension profondément collective de ce que c'est que le boycott et en touchant du doigt ce que peut être sa réalité radicale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire revisiter l'origine du terme boycott? Si on revient dans le temps, en fait, le boycott existe depuis presque toujours. Enfin, on retrouve, par exemple, chez les Grecs, des mentions de tel petit royaume ou telle tribu qui dit « moi, je ne vais pas aux Jeux Olympiques parce que je boycotte », etc. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Par contre, le mot boycott, lui, il date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore forcément cette histoire, moi, la première fois où je me suis dit « mais d'où ça vient ce mot boycott ?» J'ai tapé boycott et je suis tombé sur un truc qui me semblait très étrange, qui était cette idée d'un capitaine boycott. Et donc, ça faisait un peu là, capitaine boycott, KPP, il va libérer. Enfin, je ne comprenais pas de quoi on parlait exactement. Et je me suis aperçu qu'à l'origine, Capitaine Boycott, c'était un roman qui ensuite était devenu un film à la fin des années 40, et que derrière ça, il y avait une histoire. Et que boycott, ce n'était pas une chose, mais que c'était un nom propre, le nom de quelqu'un. Et ça m'a trop donné envie d'en savoir plus. Et du coup, je me suis plongé dans cette histoire en me posant la question, qui est le capitaine Boycott? Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, de se poser la question, qui est le capitaine Boycott? Quelques mots sur l'Irlande du 19e siècle. Parce que tout commence en Irlande, en 1874, dans le petit comté que vous voyez ici avec la flèche, qui est le comté de Mayo. Qu'est-ce qui se passe dans ce comté de Mayo? Eh bien, vous avez une île qui s'appelle Achill Island, que vous voyez ici, où vous avez la naissance d'un mouvement national qui va complètement changer la donne sur la répartition des terres en Irlande. Alors, c'est un sujet un peu technique, la répartition des terres en Irlande au 19e siècle. Je vais essayer d'aller au droit au but et d'être le plus clair possible. En gros, en 1876, donc, vous avez quelqu'un qui s'appelle Charles Cunningham Boycott, donc c'est le nom de famille de cette personne-là. Donc, vous voyez la photo très 19e siècle, qui décide de devenir locataire des terres d'un lord, donc sur cette île d'Achill Island, et de facto, il devient le plus grand employeur de la région. Alors, louer des terres, devenir employeur, comment est-ce que tout ça est possible? En gros, comment ça se passe au 19e siècle en Irlande? Déjà, il faut savoir que l'économie irlandaise, elle repose entièrement sur l'agriculture. L'Angleterre au 19e siècle, on imagine tout de suite la révolution industrielle, l'Empire, un pays extrêmement riche, etc. Il faut s'imaginer que le voisin irlandais, c'est l'extrême inverse. Parce que l'Irlande, c'est une colonie anglaise. Donc, c'est un pays de colonisés. Donc, avec une économie largement agricole, surexploitée par les colons, et qui, en plus, avec l'explosion du commerce international, souffre de la compétition internationale. Il faut s'imaginer qu'à l'époque où il y avait le blocus napoléonien, l'Irlande s'en sortait à peu près parce que tous ses produits agricoles allaient à l'Angleterre. Du jour où Napoléon disparaît, le commerce international s'ouvre pour l'Angleterre et les produits agricoles irlandais se vendent plus si bien que ça. En plus, l'agriculture irlandaise, elle a une structure en termes d'agriculture qui est hyper particulière et qui repose sur la colonisation. À la tête de l'agriculture irlandaise, vous avez 10 000 propriétaires fonciers qui souvent sont des descendants de colons anglais. Et eux ne travaillent pas directement la terre. Ils se comportent comme des seigneurs, en fait.
Vous avez un fonctionnement qui est très féodal. Et la façon dont ça fonctionne, et là on va retrouver du coup notre Charles Cunningham boycott, les lords vont louer leurs terres, parce que souvent en fait ils ne sont même pas en Irlande. Donc d'Angleterre, ils vont louer à des Irlandais qui ont un petit peu plus de sous leurs terres. Ça va être des tenanciers, ces locataires irlandais. Mais eux-mêmes ne vont pas forcément travailler la terre, ou alors ils vont travailler un petit lopin, mais le reste, ils vont le sous-louer à des fermiers. Et ensuite, ces fermiers vont parfois travailler la terre, mais parfois pas seulement. Ils vont avoir recours à des ouvriers, ouvrières agricoles, qui, eux, vont être un tiers de la population irlandaise. Donc, vous avez une structure sociale pyramidale où les plus pauvres, c'est ce que Marx appelait le lumpenprolétariat, n'ont absolument aucun capital, mais en plus, fermiers et tenanciers n'ont pas nécessairement non plus de capital, ce sont des locataires. Là-dedans, du coup, Charles Cunningham boycott, c'est un tenancier parmi d'autres. Il arrive à ce niveau de l'échelle. Et quand on dit, dès l'instant où il loue aux lords les terres sur l'île d'Achill Island, il devient un des plus grands employeurs de la région, ça veut dire que sous Charles boycott, vous avez des fermiers, des ouvriers agricoles qui commencent à travailler pour lui. Qu'est-ce que ça donne, du coup, en termes d'évolution économique, ce système? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, entre 1845 et 1852, vous avez un événement en Irlande qui est la Grande Famine. Le mildiou a ravagé les cultures irlandaises et le résultat de ça, c'est que les cultures ont été complètement ravagées et vous avez 1 million d'Irlandais qui sont morts, 1 million d'Irlandais qui se sont exilés. Et donc, suite à ça, pour celles et ceux qui connaissent un peu la stratégie du choc de Naomi Klein, les autorités anglaises et irlandaises se sont servies de ça pour dire on va passer une loi et on ne donnera de l'argent aux fermiers qui sont dans la misère que s'ils ont des toutes petites parcelles. Et du coup, le gouvernement anglais s'est servi de ça pour que les petits fermiers soient obligés de vendre la majorité de leurs parcelles à des grands propriétaires. Et on se retrouve, suite à la famine, à une totale redistribution des terres en Irlande, où vous n'avez plus que des grands espaces, où au lieu de faire de la patate, au lieu de faire des céréales, on fait du mouton. Et donc l'image du mouton irlandais, ça vient de cette époque-là. Sauf que cette question du mouton, du coup, on rentre dans le marché du bétail, dans la capitalisation, etc. Et en 1876, vous avez une crise économique, une chute des prix du bétail. Et de nouveau, les Irlandais se disent on est reparti vers la famine. Et c'est là, à cause de cette peur qu'une nouvelle famine s'installe, que vous avez le début de ce qu'on va appeler la Land War. Qu'est-ce que c'est la Land War? C'est le fait que quelque chose qui était complètement inédit dans l'histoire irlandaise, les petits commerçants, les petits fermiers et l'élite indépendantiste bourgeoise irlandaise vont s'unir contre les grands propriétaires et contre les Anglais, avec un mot d'ordre, la terre irlandaise aux Irlandais. Et du coup, quand on revient à notre boycott, le pauvre, il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Le 22 septembre 1879, il envoie un huissier, escorté par une escouade de militaires comme ça se faisait à l'époque, délivrer des avis d'éviction à 11 fermiers du comté de Mayo, qui est le comté donc, où il était. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a été choisi par une organisation qui s'appelle la Land League, pour être la cible du mouvement des Irlandais qui veulent se réapproprier la terre. Et ce qui se passe, c'est que dès le lendemain, donc d'une part, le huissier se fait caillasser, c'est-à-dire les gens l'attendaient, les fermiers l'attendaient avec la main, il se fait caillasser, et dès le lendemain, vous avez tous les Irlandais du comté qui déboulent chez Boycott et qui vont débaucher ces travailleurs en disant « Ne travaillez plus pour Boycott, ils nous volent, ils nous spolient, venez faire la grève avec nous ». Et tout le monde s'engage dans le comté à ne plus avoir aucune relation avec Boycott. Le postier dit « Moi, je ne délivrerai plus le courrier ». Les aubergistes disent « On ne l'accueillera plus ». Les commerçants disent « On ne vendra plus nos produits ». Et petit à petit, en fait, Boycott se trouve complètement ostracisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme le terme « ostracisé » fait peur, semble compliqué, etc., vous avez le curé du coin, le curé O'Malley, qui dit « Écoutez les gars, au lieu de dire ostracisé, on va dire boycotter ». Et les gens comprendront de quoi on parle. Et en plus, ça permettra de personnaliser le truc. Et le pauvre Boycott, du coup, se retrouve pendant plusieurs mois complètement isolé, avec aucun lien, aucun contact, etc. Et il se retrouve seul à travailler ses terres. Donc, vous avez plusieurs lithographies de l'époque comme celle-là où vous le voyez travailler les terres avec sa famille. Voyant que la Land League, qui est l'organisation vraiment qui lutte derrière tout ça, est en train de mener cette campagne-là, les Anglais se réveillent et disent
faut qu'on fasse quelque chose pour éviter que cette affaire monte en puissance. Et ils envoient un corps expéditionnaire de, je crois que c'est 50 bénévoles qui viennent sur les terres de boycott. Et comme ils ont peur à nouveau de se faire caillasser, ils envoient aussi 900 soldats. Et donc, pendant plusieurs semaines, vous avez les volontaires et les soldats qui font la moisson sur les terres de boycott. A priori, les Anglais se disent on a gagné, sauf que ça leur a coûté 10 000 pounds de mener cette opération pour une récolte qui coûtait 350 pounds. Et donc, ils s'aperçoivent que si l'Irlande tout entière se met à mener ce genre d'action, les Anglais ont perdu d'emblée. Et on se retrouve du coup, d'une part, avec une victoire des Irlandais sur cette question-là, et d'autre part, cette figure de boycott qui rentre dans le langage et aussi qui rentre dans l'imaginaire des Anglais et des Irlandais. Donc à gauche, là, vous avez une caricature dans Vanity Fair, et vous avez, avec le temps, l'histoire de boycott qui se transmet et qui mène en 1946 à l'écriture du livre Capitaine Boycott, et en 1947 au film. Et en fait, moi, quand je voyais les affiches, j'avais l'impression que le capitaine Boycott, c'était le gentil sur le cheval, mais en fait, c'est le méchant qui fronce les sourcils, le capitaine Boycott. Donc, en résumé, pourquoi je voulais commencer par cette introduction-là, c'était pour poser la chose, cette idée que le boycott, à l'origine, c'est pas arrêter de consommer. À l'origine, le synonyme de boycott, c'est l'ostracisme. Et il y a une vraie radicalité dans l'ostracisme. L'ostracisme, c'est juste « je ne veux aucun lien avec toi ». Ce que tu fais est tellement immonde, tellement en dehors du champ d'expérience que j'ai envie d'avoir en tant qu'être humain que je ne veux juste avoir aucun contact avec toi. Donc, toi Coca, toi Nestlé, toi McDo, non seulement je ne vais pas consommer, mais je ne veux rien avoir. Donc, imaginez la puissance que pourrait avoir un boycott, par exemple, si les gens… imaginez les personnes qui servent quelqu'un comme Macron au quotidien. Si, par exemple, les cheminots, on sait que Macron va être dans le train, les cheminots disent on arrête le train. Le cuistot sait qu'il va cuisiner pour Macron et dit moi j'arrête de cuisiner. Ce serait fou. Enfin, on est dans un monde… voilà. Donc, moi je voulais vous proposer ça pour élargir notre imaginaire collectif sur le boycott. Mais j'ai déjà trop parlé. Et ce que je vous propose là, c'est de rentrer plus dans une conversation avec une personne de terrain, Monira. Bonsoir encore une fois Monira. Ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu qui tu es et comment tu en es arrivé à militer pour BDS? Donc, je m'appelle Monira, je suis de Saint-Étienne et ça fait très longtemps que je milite pour la Palestine. Et en 2009, quand donc la campagne BDS, elle est née, comme tu le disais tout à l'heure, en 2005 en Palestine. Elle est née d'organisations de la société civile palestinienne qui se rendaient bien compte que les solutions diplomatiques, elles n'existaient pas vraiment et que la résistance, il allait falloir l'organiser de façon à ce qu'il y ait des échos à l'étranger. Du coup, la campagne BDS, elle est lancée en 2005 et elle est née en France en 2009. Et du coup, moi, je l'ai connue en 2009. Il y a eu une grande guerre en 2009 qui s'appelle l'opération de plomb durci d'Israël sur Gaza. Et du coup, à ce moment-là, je m'y suis intéressée, mais je ne suis pas rentrée tout de suite dedans. Et j'ai rejoint la campagne BDS en 2014, donc une autre opération militaire d'Israël sur la Palestine. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'elle est née, cette campagne, et pourquoi c'est le choix du boycott qui a été fait de façon stratégique? Alors, ça, c'est une question palestinienne. Hein. C'est les Palestiniens qui ont décidé de cette campagne. Et les Palestiniens, ils avaient… y a eu quelques années où il y a eu de la résistance armée, des attentats, etc. Et ils se sont rendus compte qu'au niveau de leur image, c'était très mauvais et qu'à l'étranger, ce n'était pas du tout compris comme de la résistance, c'était compris comme des attentats terroristes. Et du coup, il y a des organisations de la société civile palestinienne qui se sont réunies, qui ont discuté de ça. Et ils ont décidé de mettre en place une campagne de boycott sur le modèle de la campagne de boycott en Afrique du Sud. Et ce qui n'est pas non plus un hasard, puisque Israël avait des liens et allait directement chercher des modèles d'expérience en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Donc, c'est vraiment, il y a un lien direct entre l'apartheid sud-africain
et l'apartheid israélien, même si ce n'est pas exactement sous la même forme qu'elle se manifeste. Juste pour rebondir sur cette expérience en Afrique du Sud, moi, c'est quelque chose que je connaissais assez mal, même il y a à peine 2 ou 3 mois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les personnes qui connaissent pas ou mal cet épisode de l'histoire? Alors, donc en Afrique du Sud, il y avait un apartheid qui était assumé, donc avec des panneaux qui interdisaient les Noirs d'accéder à certains lieux, qui les empêchaient de s'asseoir dans les bus, enfin tout un tas de règles, des routes séparées, voilà. Des règles qui faisaient que l'apartheid, dans le droit international, l'apartheid il est reconnu par le statut de Rome et c'est toutes les mesures d'exception qui perpétuent la domination d'un groupe ethnique sur un autre. Du coup, en Afrique du Sud, c'est clairement ça. Il y a clairement une oppression des Blancs sur les Noirs et il y a clairement des régimes différenciés au niveau juridique, au niveau des droits. Du coup, il y a une campagne de boycott qui est lancée et qui ne prend pas tout de suite au début, mais qui se matérialise beaucoup par les oranges. Donc, il y a plein d'affiches qui sont faites sur les oranges ou de Span parce que c'était un des principaux produits agricoles qui étaient exportés d'Afrique du Sud. Et du coup, c'est une campagne de boycott. Alors moi, personnellement, je ne connaissais pas bien non plus, mais chez tous les gens d'une génération au-dessus, ils ont tous participé à ce boycott. Apparemment, c'était vraiment très répandu et très connu par tout le monde. Du coup, cette campagne de boycott, c'était donc les oranges, c'était le truc emblématique qu'on boycottait de l'Afrique du Sud. Mais comme tu disais tout à l'heure, la campagne de boycott, elle visait vraiment à ostraciser l'Afrique du Sud jusqu'à ce que cet État mette fin à l'apartheid. Et ça a tellement marché qu'à un moment donné, les Sud-Africains ne pouvaient plus participer à des compétitions internationales de sport. Les avions ne passaient plus sur le sol sud-africain. Donc, il y avait vraiment un boycott total et les artistes n'allaient pas se produire en Afrique du Sud. Il y avait vraiment un boycott total de l'Afrique du Sud, ce qui fait qu'à un moment, leur position, elle était plus tenable et ils ont dû abandonner l'apartheid. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient le faire ou parce que c'est bien, parce que c'est les droits de l'homme, etc. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient plus le choix, ils étaient acculés, ils n'avaient plus de relation avec personne et voilà, c'était impossible pour eux de faire autrement, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, l'objectif aujourd'hui de la campagne BDS, c'est d'obtenir le même résultat. Alors, effectivement, l'objectif, c'est d'obtenir le même résultat. Le même résultat, c'est-à-dire, on n'a pas une solution. La campagne BDS France et la campagne BDS internationale ne portent pas une solution spéciale pour la situation palestinienne, à savoir un État, 2 États, machin. On ne se positionne pas sur ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un État d'apartheid, qu'il y a un rapport de 2018 de l'ONU de 2017 de l'ONU qui documente le fait qu'Israël pratique l'apartheid à l'encontre de la population palestinienne. Et à partir de là, il y a apartheid, donc c'est la même réponse, c'est le boycott, et un boycott radical, comme tu dis, qui vise à ostraciser l'État d'Israël. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur BDS France? Est-ce que c'est une campagne? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une organisation? Comment ça fonctionne? Alors, BDS France, c'est une campagne. On est en lien avec BDS, le BNC, le Boycott National Committee, donc le BDS palestinien. Et c'est toujours les Palestiniens qui donnent la direction. Ça, c'est très important pour moi et pour nous tous, nous toutes et tous membres de BDS France. C'est que ce n'est pas nous qui décidons comment les Palestiniens doivent lutter. C'est eux qui décident de leur campagne, c'est eux qui décident de leur cible. Et ensuite, nous, on voit comment en France, on peut faire des choses en fonction de ça. C'est assez complet ou pas? Je ne sais pas, dis-moi. Et du coup, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a une coordination nationale et ensuite, il y a des groupes locaux, c'est bien ça? Oui, donc voilà, en fait, c'est une campagne et on a des organisations, des associations qui sont signataires de l'appel BDS.
donc qui font partie de la campagne, qui participent à la coordination nationale, qui participent aux décisions. Mais on n'est pas une association, on est une campagne, donc le but c'est vraiment d'être partagé par tout le monde, que la campagne BDS ça soit partagée par les associations, les orgas, les syndicats, voilà. Et donc, toi, tu fais partie de quel comité local? Donc moi, je fais partie du comité local de Saint-Étienne et je suis aussi dans le comité d'animation BDS France et je participe aussi à plusieurs groupes de travail comme le groupe de travail boycott culturel. Voilà, il y a plein de groupes de travail sur différentes cibles. Est-ce que moi, j'aimerais bien qu'on fasse un zoom sur le comité local de Saint-Étienne, mais d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la stratégie nationale et sur cette distinction entre voilà, boycott culturel, peut-être boycott économique, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, la campagne BDS, c'est boycott, désinvestissement, sanctions. Donc, il y a les 3 volets. Le volet du B, c'est le volet boycott. Le D, c'est le désinvestissement. Et le S, sanctions. Les sanctions, c'est tout ce qui concerne les demandes de sanctions envers Israël. Par exemple, il y a des accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël, dont Israël bénéficie, qui leur permettent d'avoir des frais réduits, qui leur permettent d'avoir des accords commerciaux comme si c'était un pays européen. Et ces accords commerciaux, ils disent si le droit international n'était pas respecté, les accords commerciaux pourraient être unilatéralement rompus. Or, l'Union européenne n'a jamais appliqué de sanctions à Israël, n'a jamais fait valoir cette dimension des rapports commerciaux, par exemple. Du coup, c'est vraiment la partie sanctions, c'est vraiment interpeller les politiques, les élus, etc. C'est faire pression pour qu'il y ait des sanctions contre Israël. Et ça, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie où on a le moins de prise sur le terrain, en fait. Ensuite, la partie boycott, c'est le boycott économique, donc celui qui est le plus connu, et c'est souvent celui qui permet de nous faire connaître. C'est celui qui permet aux gens de se sentir impliqués et de commencer de chez eux à boycotter. Et dans le boycott économique, il y a des cibles qui sont choisies par les Palestiniens, qui font partie de listes de l'ONU, liste noire de l'ONU, des entreprises qui participent à la colonisation. Enfin, c'est très documenté, en fait, les marques qui sont ciblées. Et ensuite, du boycott économique, il y a aussi, en plus du boycott économique, il y a aussi le boycott culturel, universitaire, sportif, syndical, etc. Donc, en fait, on a compris que... Alors, attends, je finis avec le désinvestissement, je m'embrouille. Donc, le désinvestissement, donc le D, c'est désinvestissement. Il y a des entreprises qui sont visées dans un premier temps par le désinvestissement, c'est-à-dire qu'on demande à l'entreprise on montre en quoi l'action de l'entreprise elle est problématique. On essaye d'établir un contact avec eux et on leur demande de se désinvestir. Ensuite, souvent, il y a la deuxième étape qui arrive derrière, c'est que l'entreprise ne répond pas ou répond de manière pas convenable. Et là, du coup, on passe à la campagne de boycott. Et ça, c'est arrivé qu'on ait, par exemple, la campagne AXA en ce moment. La campagne AXA, on a commencé par une campagne de désinvestissement. Donc, on a écrit des courriers, on a envoyé des pétitions, etc. On a essayé de leur expliquer en quoi on a fait les agences. Donc, nous, à Saint-Étienne, on a visité 3 agences AXA, 3 jours différents. Et on a expliqué en quoi c'était problématique que AXA, AXA, en fait, a des parts dans une entreprise d'armement israélien qui s'appelle Elbit System et dans 5 banques israéliennes qui profitent de la colonisation. Donc ça, c'est documenté, il n'y a pas de problème. Et ça va à l'encontre de la charte d'AXA. Donc, on a commencé par le désinvestissement d'AXA et ensuite, c'est devenu le boycott d'AXA. Donc là, on est dans une campagne de boycott d'AXA. Donc voilà, c'était pour faire un peu la différence entre le désinvestissement et le boycott. Et donc, à l'intérieur du boycott,
on s'est rendu compte que ce qui était important pour Israël, c'est pas particulièrement les apports financiers qui rentrent en Israël, c'est pas boycotter les oranges et les avocats et tout, c'est essentiel parce que c'est ce qui amène les gens au boycott. Mais c'est pas primordial en fait dans la campagne. Ce qui est primordial dans la campagne, c'est de toucher à l'image d'Israël. En fait, Israël, en 2005, donc la même année que la création de la campagne BDS en Palestine, Israël a créé un programme qui s'appelle Brand Israël. Et Israël devient une marque comme Nestlé ou Coca-Cola ou McDonald's. Et donc, ils ont mis des millions d'euros dans ce programme. Et ce programme, il dit, à travers la culture, le sport, les échanges universitaires et Tel Aviv comme vitrine, on va vendre l'État d'Israël comme une marque. Donc, Israël, c'est Tel Aviv, c'est la plage, donc le tourisme, la culture, les spectacles, etc. Et dans ce cadre-là, par exemple, il y a un ballet, une compagnie de ballet qui est créée, qui s'appelle Barsheva. Cette compagnie, elle est créée par Israël pour se produire à l'étranger et donner une bonne image d'Israël. Et ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, en Israël, les gens n'aiment pas spécialement le ballet, donc Barsheva ne se produit pas en Israël. Donc, en fait, ils se vendent à l'étranger en disant il y a du ballet israélien, etc. Sauf que les Israéliens, ce n'est pas leur truc, en fait. Donc, c'est beaucoup en France que Barsheva se produit. Donc, à chaque fois, on s'est mobilisé devant les représentations de Barsheva. Donc, c'est vraiment attaquer l'image d'Israël, en fait. Merci beaucoup. Est-ce que, du coup, on peut rentrer plus dans le détail et dans le local? Est-ce que tu peux nous parler du comité local de Saint-Étienne? Vous êtes combien? Ça se passe comment sur le terrain? Et quel genre d'action vous menez? Alors, si on enlève l'année 2020 qui a été particulière et on n'était pas beaucoup sur le terrain, donc la campagne BDS, donc j'ai créé le comité Saint-Étienne en 2014 et très vite on a été beaucoup de jeunes à se mobiliser. Du coup, ce qui a attiré aussi d'autres jeunes. Donc, on a été, il y a des moments où on a été vraiment nombreux. On a été une trentaine en réunion, voilà. Donc, vraiment un truc très, très horizontal. Ensuite, moi, j'ai toujours été la coordinatrice pour Saint-Étienne. Il y a plein de camarades en fait qui ont envie de travailler au niveau local, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller travailler au national. Donc, et souvent, il y a des gens qui militent dans plusieurs orgas, d'autres orgas qui sont aux jeunesses communistes, dans des syndicats, etc. Donc, ces personnes-là, elles n'ont pas forcément envie de s'ajouter une autre charge, mais elles ont bien envie de participer à BDS. Donc, ça fait quelques années, on a mené pas mal d'actions sur le terrain. Dans les conversations qu'on a eues un petit peu avant aujourd'hui, Monira, tu m'as parlé d'une action en particulier avec le club de foot de Saint-Étienne. Est-ce que tu peux nous la raconter, s'il te plaît? Oui. Alors, toujours pareil, hein, dans l'optique du boycott culturel, universitaire, sportif, on surveille un peu ce qui se passe au niveau international et quand Israël se déplace. Été 2016, j'apprends, alors que j'étais en vacances, que Israël va venir jouer à Saint-Étienne. Et ce n'est pas n'importe quelle équipe d'Israël, c'est le Beitar Jérusalem. Et c'est un club très raciste, avec des supporters ultra racistes, ultra violents. Ils sont connus pour ça. Bon, moi, je ne suis pas très foot, mais ils sont connus pour ça sur les terrains de foot, en tout cas. Donc, même à Saint-Étienne, il y a eu des articles qui disaient qu'ils avaient renforcé la sécurité parce qu'ils avaient peur que souvent ils se déplacent en masse, les supporters du Beitar Jérusalem, et souvent il y a de la casse, il y a des violences et tout. Donc on constate que voilà, les médias disent qu'il risque d'y avoir du mouvement, que ça risque d'être, qu'il y a la sécurité qui est installée, etc. Et nous, forcément, Israël vient à Saint-Étienne, on se dit, il faut faire un truc.
Donc, on contacte des orgas avec lesquels on a l'habitude de travailler un peu, comme les jeunes communistes, par exemple. Et le jour où on va au local des jeunes communistes, il y avait des antifas aussi, donc il y a un petit groupe d'antifas à Saint-Thé. Et le jour où on y va, on rencontre parmi les antifas des personnes qui sont chez les Green Angels. Donc il y a deux groupes de supporters à Saint-Étienne, les Magic Fans et les Green Angels, qui sont à deux tribunes opposées. Et donc les Magic Fans, on essaye de contacter les Magic Fans qui veulent absolument pas entendre parler d'un truc politique. Ils préviennent même qu'ils veulent pas voir ni de drapeau palestinien, ni de drapeau israélien, machin et tout. Bon, bref, ça c'est un des deux clubs de supporters. Par contre, le deuxième nous dit donc sur l'argument raciste, ils disent oui, c'est vraiment des fachos, on peut pas les laisser venir à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une ville antifa, donc il faut vraiment qu'on fasse un truc. Et là, je me dis ouais, c'est super parce que si on a un club de supporters, parce que nous, en fait, on savait qu'on serait dans une tribune pas super visible. Donc, vraiment, on avait besoin d'eux, en fait. Sinon, l'action, elle avait beaucoup moins d'ampleur. Du coup, là, tu vois, c'est vraiment pas un truc de boycott du genre on s'abstient d'acheter, puisqu'on a même acheté des places de match quand même. Donc, on est allé au match. On s'est entouré des drapeaux palestiniens autour de la taille. Ils faisaient très attention à ça. Ils fouillaient à l'entrée, ils ne voulaient pas de drapeaux palestiniens, etc. Donc la sécurité, elle était au taquet. Donc on avait des drapeaux dans les manches, autour de la taille. Voilà. On a tous pris 3 ou 4 tailles de... Et du coup, donc ce qui était intéressant, donc une fois qu'on avait le soutien des Greens, eux, ils ont fait des énormes banderoles qui faisaient 4 mètres. Et nous, avec les drapeaux palestiniens, on était en plus, ça permettait de donner de l'ampleur, mais en vérité, donc on s'était mis d'accord quand on s'est rencontrés, on s'est mis d'accord qu'on ferait ça à la 20e minute. Donc, c'est-à-dire qu'on allait faire une action simultanée, même si on n'était pas dans la même tribune. Et entre-temps, nous, on a discuté un peu avec des gens dans le stade, des gens autour de nous, et on leur a donné des drapeaux aussi, pour qu'ils participent, même si ce n'était pas prévu. Du coup, il y a pas mal de gens qui ont accepté de prendre les drapeaux et de participer, qui étaient très contents de faire ça. Voilà. Et donc, du coup, on a fait ça à la 20e minute, on a sorti les drapeaux. Il y a eu les grandes banderoles chez les Greens. Et là, ça a été énorme parce qu'ils en ont sorti plusieurs pendant tout le match, en parlant du racisme du Bétard et tout. Donc, ça a été génial. Bon, nous, très vite, on s'est fait chasser par les vigiles, hein, forcément. Ils sont venus nous enlever les drapeaux, etc. Voilà. On n'a pas lâché, on a récupéré tous nos drapeaux à la fin. Mais voilà, donc ils nous ont arrêtés, machin. Mais finalement, ce qui compte, c'est qu'au niveau de l'image, cette action, elle a vraiment bien marché. Quelques semaines après, on a reçu Eyal Sivan. Donc Eyal Sivan, c'est un franco-israélien qui a écrit un livre justement sur le boycott culturel et universitaire de l'État d'Israël. Et tout ce que je t'ai raconté sur Brand Israël et tout, c'est lui qui a dévoilé ses sources, qui a cherché dans des documents israéliens, etc., et qui explique la stratégie de l'État d'Israël. Et du coup, lui, quand il est venu nous présenter son livre, il a parlé de cette action à Saint-Étienne parce qu'en Israël, ils ont beaucoup commenté ça, ils ont dit que voilà, le monde entier était contre eux, etc. Et du coup, bon, c'est quand même une bonne chose pour nous. Merci beaucoup. Ça donne la patate d'entendre des récits comme ça.